Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants et de la bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Régis. Bonjour et bienvenue. Merci Lucie, bonjour. Ravie de t'accueillir. Avant de démarrer, est-ce que tu veux bien expliquer comment on se connaît? Ouais, on est propriétaire de bureaux sur Guingamp, là où on a notre activité. Et en fait, on s'est rencontrés parce que tu loues un de nos bureaux. Voilà. On est voisins de bureau. Voilà. On boit des cafés ensemble. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux bien, pour démarrer, te présenter avec ta qualité principale, s'il te plaît? Ok. Bah, moi, je m'appelle Régis, du coup. Je travaille principalement dans l'immobilier. On pourrait dire que je suis entrepreneur dans l'immobilier et investisseur immobilier. En fait, je dis on avec, parce qu'on est plusieurs associés, mais on a un groupe d'entreprises qui permettent aux gens d'investir dans l'immobilier, de déléguer leur investissement immobilier. Donc, on a une agence immobilière, une entreprise de rénovation, une conciergerie, voilà, plusieurs activités liées à l'immobilier. J'ai 32 ans. Et voilà, ma principale qualité, je dirais, c'est pas facile comme exercice, hein, Et c'est dur, les questions, je sais. mais je dirais principale qualité de se faire confiance, d'avoir une vision long terme, de voir où je veux aller, et peu importe ce qu'on me dit, même si on me dit que c'est pas possible, que ça n'existe pas, moi je sais que c'est possible et je le fais quand même, quoi. Ok. Visionnaire, tu dirais? Peut-être pas visionnaire, mais plus confiance en soi, en ses compétences et en se disant si je veux faire ça, je le fais. Voilà. Même si parfois il me manque des compétences, ou tu te dis bah je veux courir un marathon en moins de 2 heures. Bon bah là aujourd'hui je les ai pas, mais si on veut le faire, j'imagine que, enfin moi en tout cas je vois ça comme ça, c'est possible. Juste il va falloir passer par une série de d'étapes et de sacrifices potentiels, mais voilà, pour moi tout est possible. Ok. Comment t'en es arrivé à l'immobilier? Est-ce que tu voulais faire ce métier quand tu étais plus jeune? Pas du tout. Rien à voir. C'est vrai que c'est pas une vocation. On se dit, tiens, je vais bosser dans l'immobilier. Euh, En fait, moi, je voulais être pompier. C'était mon rêve d'enfant, hein. On a tous un rêve d'enfant un petit peu. C'est le nom du podcast en plus, j'ai jamais oublié de rêver. Donc, mon rêve d'enfant, moi, c'était d'être pompier, sauver les gens, éteindre des feux, conduire des gros camions rouges. C'était ça mon truc. Et bah, je l'ai fait. En fait, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai passé une formation, ce qu'on appelle la formation initiale pompier, la FI pompier. Donc, j'ai passé ça, que j'ai eu. Et j'ai pas eu de chance en fait parce que quand j'ai passé ma formation pompier, normalement on devient pompier professionnel en France avec un concours. Donc il y a des années où il y a des concours, il y a des années où il y en a pas. Donc moi j'ai passé ma formation, je l'ai eu et il n'y a pas eu de concours la première année. Je me suis dit bon c'est pas grave, j'attends, je vais faire l'année prochaine. Pendant ce temps-là j'ai fait un brevet d'éducateur sportif en me disant bah tiens ça va me servir pour les pompiers, j'ai besoin de faire du sport, je pourrai encadrer les séances de sport à la caserne. Donc j'ai fait ça. Deuxième année pas de concours. Bon, bah ok, je vais livrer des pizzas, travailler dans un magasin, j'attends encore un an. Troisième année, pas de concours. Donc j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Laisse tomber, pompier. En attendant, bien sûr, j'étais pompier volontaire, donc j'ai quand même réalisé un petit peu ce rêve-là. J'étais pendant 8 ans pompier volontaire, à Paimpol, à Saint-Brieuc, à Guingamp. Donc j'ai fait plein d'interventions. Enfin voilà, j'ai fait cette partie que je voulais faire. Et puis, par hasard, je suis tombé dans l'immobilier. Euh, je gérais un petit magasin de restauration rapide. J'étais devenu gérant sans faire exprès de ce magasin-là, on va dire. Et j'ai eu besoin de me loger à Saint-Brieuc, pour ceux qui connaissent. À ce moment-là, ça coûtait pas cher. J'ai acheté un premier studio. Mon père m'a aidé à le rénover. Un peu par hasard, en fait, je me suis dit, bah tiens, au lieu de prendre un loyer, et à cette époque-là, ça fait du coup 12 ans. À cette époque-là, je crois que j'avais des galères avec mon propriétaire ou ça m'allait pas, enfin, ça convenait pas à la relation. Et je me suis dit, bah, je vais voir pour acheter. À cette époque-là, ça coûtait pas cher. Donc, en fait, ça me coûtait moins cher en crédit qu'en location. Donc j'ai acheté un premier appartement un peu par hasard, sans faire exprès. Je l'ai rénové avec mon père, ça m'a rien coûté, ça m'a coûté 3 000 € de le rénover, juste le matos. On l'a fait sur les week-ends, etc. Et, euh, et en fait, bah, par hasard, j'ai compris en faisant une soirée avec des copains où il y avait une fille que je connaissais pas trop, mais qui était agent IMO, la copine d'un copain, dans cet appart, qui m'a dit, purée, j'ai des clients qui recherchent exactement ça, quoi. Je dis, bah ok, mais combien ça coûte? Je crois que j'avais acheté tout compris 50 000, un truc comme ça. Et elle me dit, bah franchement, moi je te le vends 80 000 tous les jours. Ou... Enfin, je sais plus exactement les montants parce que ça remonte, mais elle me dit, bah, je peux te le vendre 20 000 € plus cher, en gros, quoi, à peu près. Ok. Du coup, dans ma tête, petite étincelle, je me dis, attends, je comprends pas là. J'ai acheté un truc pas cher, je l'ai rénové, j'habite dedans. J'étais en différé de crédit pour ceux qui savent ce que c'est, donc je payais même pas mon crédit en fait.
Et la fille me dit, bah, moi, je te le vends. Je dis, bah, vas-y, viens avec tes clients demain et vas-y. Et du coup, elle me l'a vendu. J'ai récupéré, donc j'avais 21 ou 20, 21, je ne sais plus exactement, mais j'ai récupéré peut-être 20 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, ce qui était énorme et incroyable à l'époque pour moi, c'était vraiment, je suis issu d'une famille où on n'a pas forcément beaucoup d'argent, etc. C'était un truc incroyable. C'était changement de vie, quoi. Tu dis, boum, T'avais ah l'impression que yeah, ça se j'ai gagné au loto. Et bon, j'ai fait des erreurs qui ont fait que j'ai eu moins, j'ai eu une plus-value, enfin bref. Mais premier déclic, et je me suis dit, après ça, opération réussie, bah vas-y, on continue, quoi. C'est cool l'immobilier. Du coup, j'ai acheté un appartement après celui-là pour le remplacer, sauf que là, j'avais un apport, donc c'était cool. J'ai pu acheter un plus grand, puis j'ai acheté un deuxième aussi. À l'époque, c'était facile, les taux étaient bas, etc. Donc j'ai acheté deux, trois appartements en l'espace d'un an, parce que je me suis pris au truc et je me suis dit, je vais multiplier. Et bah, j'ai vite pris goût à ça, parce que mes appartements, je les trouvais. Ça me plaisait d'aller dans les agences, de trouver une bonne affaire, de gérer les travaux, de le mettre en location, de faire le bail, de toute cette partie-là. Ça me plaisait. Et en fait, bah, c'est un ami à moi qui était l'agent immobilier qui m'a vendu le premier appartement, qui est devenu ami. Aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. C'est le Ok. parrain de mes enfants, même, tu vois. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et je me rappellerai toute ma vie de cette discussion en visite, euh, rue, euh, rue à côté de la gare de Saint-Brieuc. Je me vois encore dans l'appart avec lui. Et il me dit, mais Régis, pourquoi tu te fais chier à... Je travaillais dans une pizzeria que je gérais. Je gagnais 1600 euros, un truc comme ça, pour faire un nombre d'heures illimité par semaine, 7 jours sur 7, etc. Le seul avantage que j'avais, c'était de bouffer des pizzas gratos, euh, qui est mon plat préféré. Mais c'était pas intéressant. Et Nico, ce jour-là, mon ami, me dit, mais Régis, tu t'as vu comment tu gères tes apparts, tu trouves les bonnes affaires, tu es à l'aise avec les clients, tu es bon commercial. Pourquoi tu vas pas dans l'immobilier, en fait? Et ça ne m'était pas venu à l'esprit. Ça ne m'était pas venu à Ok. l'esprit. Je m'étais dit, bah non, j'ai pas de formation, j'ai pas de bac plus 3, j'avais mon bac pompier, enfin voilà, j'avais pas de diplôme. Et je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Et en fait, quand il m'a dit ça, d'où ce que j'ai dit au tout début, quand tu veux faire un truc, tu peux le faire peu importe où tu es, au moment où tu y penses. Mais du coup, je dis, bah ouais, t'as raison, ok, je vais essayer. Et le mois suivant, j'ai déposé mon CV partout dans les agences IMO en allant au bluff, en disant, bah écoutez, moi, je suis déjà dans l'IMO depuis 2 ans, j'ai acheté des apparts, je les vends, je les gère, je m'en occupe. Ouais. Et j'ai eu un entretien, quoi. Voilà. Donc, Ok. c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, tu t'es mis à travailler dans l'immobilier Eh à ce ben, moment-là. tout à fait, ouais. En fait, j'ai eu un entretien. Donc, la personne m'a dit, c'était la directrice d'agence. L'entretien, il dure 1 heure et demie. Je ressors de là en sueur. Je me dis, c'est mort. Elle m'a essoré. Elle m'a dit, ouais, mais vous êtes jeune, machin. Vous allez tomber. C'était sur un secteur côtier où il y a beaucoup de personnes âgées qui achètent de la résidence secondaire. Vous n'allez pas savoir faire, machin. Je l'ai convaincu apparemment et j'obtiens une semaine après un deuxième rendez-vous avec le responsable Bretagne cette fois-ci, qui lui m'a essoré encore plus. 2 heures de rendez-vous. Il m'a fait le truc de vendre le stylo, enfin tout. C'était chaud. Et je l'ai convaincu puisque je l'ai commencé un mois après directement. Donc moi, je devais arrêter mon boulot où je gérais le magasin. Je leur ai dit, bah, j'arrête, c'est bon. Ah bah non, tu peux pas arrêter, tu as un préavis, machin. Ouais, mais c'est pas important, je m'en fous, j'arrête. Garder l'argent, je m'en fous. Du coup, j'ai démarré tout de suite. J'ai tout quitté pour démarrer à Paimpol, pour le coup, agent immobilier. Et j'ai fait 3 ans et demi là-bas où bah, j'ai bien travaillé. J'étais pas le meilleur agent immobilier, mais j'étais dans la moyenne des bons pour un débutant. Donc ça s'est très bien passé. Et là, pendant ces années, bah, j'étais payé pour apprendre. Donc moi, j'étais en mode passion, quoi. J'ai ma passion qui est l'immobilier maintenant que j'ai découvert. Je veux investir, donc j'investissais toujours dans les autres appartements. J'achetais des appartements que je mettais en location, que je divisais, que je rénovais. Et sauf que là, j'étais payé à mon travail pour apprendre l'immobilier. Parce que en 3 ans, j'ai fait peut-être, je sais pas, une centaine de ventes, on va dire, où bah, chaque vente est une expérience supplémentaire. Parce que, il y en a un qui il va avoir un problème sur son DPE, l'autre, ils vont acheter à plusieurs avec une SCI. Enfin, tu as tous les cas concrets et du coup, tu les découvres pendant que tu es payé au boulot. Donc, pour moi, c'était génial. C'est là où j'ai le plus appris et aussi où j'ai le plus investi parce que du coup, j'avais aussi des bons revenus comme je travaillais bien. Donc, ça, c'est le cercle vertueux, quoi. Donc, c'était cool. Donc, je suis arrivé comme ça dans l'immobilier totalement par hasard. Et ta transition de salarié à entrepreneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de Ben, quitter? moi, je pense, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais au fil des années, maintenant j'ai 32 ans, ça fait ouais, 12 ans que je fais ça, d'investir, d'entreprendre, etc. Je pense que être entrepreneur, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Moi, je suis convaincu de ça. Que tout le monde n'est pas fait pour être Je entrepreneur. pense, ouais. Ok. Je pense que tout le monde peut le faire, mais être bon dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est pas réservé à tout le monde, parce que c'est une sacrée merde quand même. Franchement, Je t'en euh, débriefe. ouais, franchement, enfin, tu vois, moi, ça fait 12 ans que je travaille tout le temps, que je fais que ça, j'ai investi, enfin, pendant la période de 20-25 ans, j'avais 3 boulots en même temps, enfin, je me donne pour ça.
Et là, à 32 ans, je commence tout juste à récupérer vraiment des fruits, à gagner plus, à récupérer les investissements, à avoir de la liberté, du confort. Il faut vraiment accepter de passer par une traversée des enfers où tu travailles comme un porc, tu investis beaucoup, tu gagnes rien. Les gens comprennent pas autour de toi pourquoi tu fais ça. Enfin, c'est difficile. Et moi, je suis convaincu que quand je vois mes associés ou d'autres personnes, etc., il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui sont pas forcément faits pour ça. Ok. Et après, il y a différentes échelles d'entrepreneuriat. Moi, je suis un bébé entrepreneur. Pour certains, je suis un gros entrepreneur parce que j'ai plusieurs entreprises. Mais moi, j'ai des gros entrepreneurs en tête où je me dis, je suis un bébé encore. On est en première vitesse, tu vois, on va démarrer, quoi. Mais, euh, mais du coup, la transition, pour répondre à ta question, bah, c'est fait que je disais ça, que pour moi, on est fait ou on n'est pas fait. C'est que j'ai un tempérament où j'ai du mal à me faire cadrer. J'ai du mal. En fait, pour moi, si tu me donnes des ordres ou si tu m'expliques comment faire, il faut que tu sois plus avancé que moi. Si j'estime que, par exemple, dans l'immobilier, tu es ma chef et tu n'as jamais investi et tu vas m'expliquer comment faire, alors que moi, j'ai déjà fait 15 projets l'année passée, je vais pas t'écouter, tu vois. J'accepte d'écouter quelqu'un et de me taire et de pas donner mon avis si la personne est plus avancée, mais si elle l'est moins, sa parole n'a aucune importance à mes yeux, quoi. Donc, du coup, Ok. j'avais du mal à être cadré, à être géré. Et surtout, quand je démarre un nouveau boulot, parce que j'en ai fait des quinzaines pendant cette période de 18 à 25 ans, j'en ai fait plein de boulots. J'étais poissonnier pendant une semaine, j'ai fait mise en rayon, caissier, tout, Ok. livreur de pizza, pompier, enfin tout, sécurité, enfin bref. Du coup, à chaque fois que je rentre dans une boîte, je me dis, OK, c'est qui le boss? Est-ce que son poste, c'est ma vision que je veux avoir quand j'ai atteint mon objectif? Et si c'est pas le cas, bon, bah, c'est nul, je me casse, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est vrai que là où je travaillais en agent immobilier, la personne qui m'a fait mon entretien, le responsable Bretagne, je me suis dit, ce gars-là m'inspire. Si un jour il tombe dessus, franchement, je ne vais pas dire son nom, mais c'était un sacré entrepreneur et que j'admire énormément. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a laissé partir comme je voulais aussi, parce que il le sait que je l'admirais, que ça a été un modèle pour moi pendant longtemps. Mais je me suis dit en arrivant, son poste, si on me le propose demain, ça m'intéresse pas. Parce que trop de Ok. contraintes, pas de liberté, machin, etc. Mhm. Du coup, je me suis vite dit, bah, en fait, les postes dans les boîtes où tu vas t'intéressent pas, le poste le plus haut, que tu auras peut-être dans 5, 10 ans, etc., bah, il va falloir créer le tien, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti en entrepreneuriat. Ok. Tu as décidé de lancer ton activité, Voilà. En me disant, ça me convient pas le salariat, bah, je vais créer ce qui me convient, quoi. d'écrire le poste sur mesure. Voilà. Après, il y a des vagues dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai créé le poste qui me plaisait, puis après, tu t'adaptes un petit peu à ce qu'on te met dans les pattes aussi, ce que la vie te met dans les pattes, tu vois. Ouais. Il y a des moments où l'immobilier, c'est plus calme, bah, tu fais autre chose. Nous, on a plusieurs entreprises, plusieurs activités, donc des fois, bah, je dois aller plus dans une, plus dans l'autre. Il y a des associations qui fait que pendant un moment, tu acceptes de pas être exactement où tu veux, mais c'est pas grave, tu as ta vision long terme, et puis tu t'adaptes aussi. C'est important dans l'entrepreneuriat, justement, de savoir s'adapter, pas être toujours dans ta zone de confort parfaite où tu as ta vie de rêve, quoi. C'est pas, Mm. malheureusement pas toujours le cas. Je crois que tu as négocié une rupture conventionnelle pour pouvoir partir. Est-ce que tu Oui, veux bien partager ton expérience et quels conseils tu donnerais pour ouais, négocier? bah, c'est un peu ce que je disais, tu vois, c'était mon mentor. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des mentors, des objectifs. Ouais. Quand tu te mets à faire du sport, tu as un athlète que tu te dis, putain, lui, il est trop fort, je veux être comme lui, quoi. On a des modèles. Et dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pareil. Il y a des gens où je me dis, waouh, putain, ils sont forts, quoi, vraiment. Et j'ai toujours eu ça, mais ils évoluent parce qu'il y en a un que tu dis, ouais, il est trop fort. Du Ouais, coup, c'est ça. tu atteins son truc, tu te dis, oh, bon, en fait, c'est pas si dur que ça le fait. Un autre et on augmente. Et du coup, pour revenir à la rupture conventionnelle, donc ce responsable Bretagne là que j'admirais beaucoup parce que il était parti de rien. Et moi, j'admire beaucoup ça, les gens qui démarrent tout seuls et qui, avec la ténacité, la force, etc., la motivation, le courage, tout ça, tu atteins ton objectif. J'admire beaucoup ça et j'admirais beaucoup. Donc, je pense qu'il était très déçu et il me l'a dit avec des gros mots quand je lui ai annoncé que j'allais partir. Mais il l'a compris, je pense, parce qu'on a un peu le même tempérament. Donc, enfin, on a des traits de caractère similaires où il s'est dit, Ok. bah, de toute façon, ce gars-là, je peux pas le garder parce que c'est un électron libre, il sera jamais heureux là, donc je peux Ok. pas le garder. Donc je pense qu'il a accepté. Et pour moi, comme toute action, une demande de rupture conventionnelle, j'en ai parlé avec une amie d'ailleurs il y a quelques semaines, ça se prépare. Tu viens pas voir ta RH ou ta chef en disant, ou ton chef, bah du coup j'ai trouvé un autre boulot, je veux une rupture parce que ça m'arrange. Moi je lui avais fait un PowerPoint pour demander ma rupture. Je lui ai demandé un rendez-vous, je lui ai fait un PowerPoint, je lui ai dit écoutez-moi pendant 1 heure s'il vous plaît, vous dites rien et après on échange. J'ai quelque chose à Ok. vous présenter, c'est très important et je vais vous expliquer pourquoi c'est une opportunité pour vous ce que je vais vous présenter. Et du coup, je lui ai fait un PowerPoint en lui disant regardez, je vais partir d'agent IMO.
Donc, je vous demande une rupture conventionnelle pour m'aider, mais moi, voilà ce que je vais vous apporter. Je lui ai expliqué ce que j'allais faire, donc j'allais accompagner des investisseurs, chose qui n'était pas une activité de l'agence. Par contre, je ne ferai pas de gestion locative, je ne ferai pas de syndic. Euh, la transaction, je vais la faire en partage avec vous, donc je vais continuer de vous apporter des clients, parce que je vais faire du partage d'honoraires avec celle que je vais remplacer, enfin celle qui va me remplacer ou celui qui va me remplacer. Je vous donne 3 mois gratuitement pour former la personne qui me remplace. Les mandats de gestion, je vous signe un contrat si vous voulez. Tous les biens que je vends, je vous les envoie en exclu. Enfin, je vais donner des choses en échange. Pour moi, c'est inimaginable de venir dire bah, je veux une rupture conventionnelle. Et j'en ai signé des ruptures conventionnelles, moi, de l'autre côté, du coup, où les gens me disent bah ouais, mais sinon, j'aurais pas le chômage, j'aurais pas Pôle emploi. Bah, je m'en fous, en fait, moi. C'est pas mon problème, tu vois. Alors oui, on est gentil, si on peut aider les gens, on le fait, mais faut apporter de la valeur à quelqu'un quand tu lui demandes quelque chose. Si je lui avais dit, bah moi j'ai besoin du chômage pour rester chez moi un an, il s'en fout, tu vois. Ouais. Donc pour moi, si vous voulez demander une rupture conventionnelle, il faut apporter de la valeur à l'entreprise. C'est du business, lui c'est son entreprise ou pas, lui c'était pas le cas, mais pour l'accepter, il savait qu'il allait gagner derrière. Donc c'est faut apporter quelque chose. Et comment tu t'es lancé? Est-ce que tu as été accompagné pour démarrer? Non, pas vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'investissais à titre perso, beaucoup. Enfin, beaucoup pour un petit jeune tout seul qui n'a pas eu d'héritage ou quoi, donc plus que la moyenne. Donc les gens me demandaient, attends, je comprends pas, comment tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Et j'avais de plus en plus de personnes qui venaient autour de moi, dans mon entourage familial, amical, etc., et professionnel, me dire, bah, comment tu fais? Parce que à Square Habitat, quand je travaillais là-bas, euh, pendant la première année, j'ai acheté 3 4 biens supplémentaires. Pendant une année, la plus grosse, où je me suis fait accompagner et aider sur l'investissement, pas sur l'entrepreneuriat, j'ai acheté 7 biens immobiliers la même année. Donc c'est quelque chose qui est fort quand même, c'est pas commun. Donc comme c'était pas commun, on me demandait comment tu fais, machin. Donc j'avais de plus en plus de clients qui étaient des investisseurs, qui voulaient que je les aide. J'avais de plus en plus d'amis, d'entourage proche, relations du réseau, qui me disaient bah moi je veux faire comme toi, mais j'ai pas le temps, je sais pas faire. Est-ce que tu peux m'aider? Et du coup c'est naturellement c'est venu. Bah ouais, moi j'adore ça. Malheureusement, je peux pas investir 100 biens par an parce que la banque me suit pas sur tout, malheureusement. J'ai une limite. Donc ouais, je vais le faire pour les autres, donc je vais aider les autres. Donc c'est venu comme ça. Et je me suis fait beaucoup aider et beaucoup renseigner. J'ai payé beaucoup de formations pour apprendre à investir, mais pas pour entreprendre. Tu vois, entreprendre, c'est venu tout seul. Bah, on me demande quelque chose, on me dit combien ça coûte, donc je peux le facturer. Donc bah voilà, je crée le service. Et voilà. Et après, il y a une réglementation en France, donc tu peux pas faire ce que tu veux du conseil, etc. Donc j'ai rejoint un réseau en tant qu'indépendant, parce que je voulais quand même mon indépendance. Et les clients, je les trouvais tout seul. Je refusais les clients du réseau, parce que ça correspondait pas à ce que je voulais. C'était des gens qui voulaient des choses qui n'existaient pas forcément ou qui n'étaient pas en adéquation avec mes valeurs ou quoi. Donc, je prenais que mes clients à moi et puis je les accompagnais petit à petit, quoi. Et ça, Donc, c'est fait. dans ton parcours, il y a aussi une expérience de la VAE. Mm. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la démarche? Et Ouais, pareil, si tu as des conseils à donner pour les ouais, gens qui... pas de souci. Donc, je te disais, j'accompagnais des clients qui voulaient investir dans l'immobilier par un réseau parce que je ne pouvais pas le faire tout seul. Donc, il faut savoir que pour vendre un bien ou conseiller en immobilier, il faut avoir une carte de transaction. Ça s'appelle la carte T en France. Pour avoir la carte T, il faut soit 3 ans d'expérience en tant qu'agent immobilier salarié, 3 ans plein, soit un bac plus 3. Donc, moi, j'avais 2 ans et 10 mois d'agent immobilier salarié. Ça passe pas. Quand j'ai voulu faire ma carte T, j'avais 3 ans d'indépendant, mais ça ne compte pas. J'ai appris beaucoup plus, enfin les deux sont complémentaires, mais j'ai appris beaucoup en tant qu'indépendant, mais ça compte zéro en France. Donc voilà. Et j'ai voulu faire cette démarche-là tout simplement parce que, encore une fois, ça faisait 3 ans, donc j'avais fait 3 ans agent IMO, enfin 2 ans et 10 mois. Ensuite, 3 ans indépendant où je dépendais d'un réseau pour avoir la carte T du réseau parce que j'avais pas la mienne, donc tu as le droit d'avoir celle de quelqu'un. Par exemple, les groupes comme IAD, tout ça, même Square Habitat, La Forêt, il y a la tête de réseau qui a la carte T et tous les négociateurs sont sous sa carte T, sous sa responsabilité. Donc voilà. Donc j'avais la carte d'un réseau, mais le réseau me plaisait pas trop, les changements vers lesquels ils allaient, comment ça évoluait, ça me correspondait moins, j'avais de plus en plus de contraintes, et aussi quelque chose qui est très clair, je devais leur donner 30% de mon chiffre d'affaires. Donc, si je pouvais les récupérer, ça m'aurait arrangé. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, je vais passer ma carte T, pas de raison. Donc, j'ai commencé à me dire, est-ce que je ne ferais pas 2 ans en tant que 2 mois qui me manquent en tant que salarié quelque part en CDD et en mode, on passe un peu à côté des radars. Et comme ça, j'ai mes 3 ans. Et puis, après réflexion, en fait, non, j'ai passé un bac plus 3 en VAE parce que je me suis dit, bah, ça va m'apporter encore de nouvelles connaissances. Même si j'avais déjà investi depuis 6 ans, enfin voilà, je connaissais un peu l'immobilier, tu vois. Ça fait 6 ans que tu accompagnes des clients, tu investis, tu as fait du marchand de biens, de l'achat-revente, j'ai fait un peu le tour, entre guillemets, à part le neuf. Ben, j'estime être
compétent dans l'immobilier. Mais le bac plus 3 m'a aidé, donc je me suis dit ça va être quelque chose en plus. Et pour le passer, je pouvais le passer au lieu de faire 3 ans d'études en un an. Donc en VAE, c'est là où on en vient à la VAE. Donc j'ai fait cette opération-là, ça m'a coûté 3 500, 4 000 euros. Et c'était une réunion de 2 heures par semaine et un mémoire à rendre, pas mal de dossiers à compléter et un examen avec un jury. Ok. Donc ça, je l'ai fait, je me suis fait accompagner par une formatrice qui me suivait toutes les semaines pour corriger ma VAE, etc. Euh, Ça s'est très mal passé. Au bout de 6 mois, j'ai tout effacé sans faire exprès. J'ai perdu tout mon fichier. Donc, en fait, moi, je suis pas administratif. Ça me saoule l'administratif. Donc, il faut savoir, pour moi, c'était une épreuve énorme. Vraiment, en plus de gérer mon entreprise, je commençais à m'associer avec mon associé actuel en gérant des travaux avec lui. Enfin, j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais une petite fille aussi à ce moment-là. Je venais d'être papa. Enfin, c'était lourd. Beaucoup de choses. Et là, j'efface tout et je me suis dit, laisse tomber. J'arrête, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai pas besoin, voilà, j'arrête. Et ça a duré 2 semaines. Et puis après, voilà, en discutant autour et tout, maintenant, vas-y, reprends. Donc j'ai tout recommencé à zéro. Euh, En plus, il faut savoir que je sais plus quand c'était il y a 2 3 ans, donc il n'y avait pas autant de ChatGPT, enfin même 4 5 ans, même je dirais. Il n'y avait pas autant de ChatGPT, on pouvait pas Oui. s'aider autant. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je paye quelqu'un. Je paye quelqu'un pour le faire à ma Mhm. place. Mais en fait, c'est impossible parce que tu dois justifier à la formatrice qui est ta tutrice un petit peu de Ouais. ce que tu fais, lui rendre compte et présenter à l'oral. Et le dossier, c'est ton histoire, donc tu peux pas le déléguer à quelqu'un, quoi. Donc j'ai dû refaire, j'ai tout refait. J'ai été passer mon examen à Paris, mon jury. Ça s'est mal passé parce que eux, ils forment des agents immobiliers classiques. Ouais. Donc les projets, si tu veux, c'est je reprends l'agence de mon père ou je rachète une agence ou machin. Je fais de la transac et de la loc. Et moi, quand je suis arrivé, leur expliquer, bah, j'accompagne des investisseurs, je gère aussi la partie travaux, location, je gère tout. C'est pas habituel. Et ces gens qui étaient le jury et les responsables, c'était des gens de administratif, pas de terrain, donc ça leur parlait pas du tout. Donc ça a été compliqué, j'ai dû ramer, mais je l'ai eu quand même. Donc j'ai eu mon bac plus 3, qui me sert totalement à rien aujourd'hui, mais qui me permet d'avoir un petit diplôme de plus et surtout d'avoir la carte T. Donc aujourd'hui, ça me permet d'avoir la carte T pour mon agence immobilière et de facturer moi-même mes prestations, d'être totalement indépendant en respectant les règles Ouais. de la loi Hoguet et tout ça, des lois immobilières. Mais d'être totalement indépendant, de prendre 100% sur mes honoraires et de pouvoir recruter des collaborateurs, etc. Donc au final, c'était quand même un succès, même si ça a été pénible. Et les conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui veut faire une VAE? Bah, franchement, c'est un peu. J'ai pas énormément de conseils à donner, mais pour moi, il faut se mettre dans le moule si on veut l'avoir. En fait, il y a des normes en France, comme dans plein de domaines. Eux, ils veulent entendre une chose, bah, il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. C'est l'erreur que j'ai fait qui m'a fait ramer, c'est de dire ce que moi je suis et ce que je fais. Et c'est pas commun. C'est Mm. pas. Il y en a. Enfin, il y a d'autres personnes qui font des projets clés en main, etc. Mais c'est pas ce qu'ils voient tous les jours et ça leur a fait un petit peu peur, je pense. Et avec le recul, aujourd'hui, je dirais, bah, je crée une agence et puis c'est tout, quoi. Je leur C'est aurais pas ça. tout dit. Ouais. Ok. Parce qu'au final, ces gens-là, bah, ils mettent le tampon sur le papier et je les revois plus jamais. Et voilà, moi, je sais ce que je fais, je respecte la réglementation. Ça sert à rien de se battre à faire comprendre à quelqu'un ce que tu fais. Voilà. Moi, je pense ça. Ok. Donc, en conseil, je dirais, faites un truc simple, un projet simple et écoutez les tutrices, je ne l'ai pas trop écouté, écoutez la personne qui vous accompagne parce qu'elle, elle fait ça tous les jours et voilà, elle a l'habitude. Ouais. Quelles compétences tu penses avoir développées au cours de ton expérience d'entrepreneuriat? Bah, pas mal, hein. Franchement, ça fait un peu vantard de dire ça, mais l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie pour moi. Et en fait, tu apprends plein de choses parce que tu n'as pas le choix. Mm. Il y a souvent une image, tu sais, où tu sautes en avion et tu construis ton parachute pendant la chute quand tu es Oui. entrepreneur. Et c'est vraiment ça. Tu apprends plein de compétences parce que tu apprends dans la douleur, parce qu'au début, bah, tu fais ce que tu sais faire, donc tu accompagnes les clients, mais tu te rends compte qu'il faut faire de la compta aussi, parce que sinon, tu te prends une petite cartouche d'impôt à la fin de l'année si Ben tu oui. t'organises pas. Donc au début, quand tu apprends, bah, tu apprends dans la douleur. Moi, ma première année sur la société que j'avais créée tout seul, on prend un impôt monstre, alors que je me payais pas pour faire des économies, etc. Alors que si je m'étais payé, bah, j'aurais diminué le résultat imposable et j'aurais eu moins d'impôts. Et ça aurait été plus intéressant pour moi. Mais c'est comme ça que tu apprends. Donc, tu dois apprendre à être un bon comptable. Tu dois apprendre pardon, des parties juridiques parce que tu as des clients parfois qui vont ne pas être contents ou pas d'accord avec toi. Donc, il va falloir se protéger et faire attention, être bien assuré. Donc, tu vas avoir besoin d'avoir un bon assureur, un bon comptable. Dans notre secteur, un bon notaire, un avocat aussi. Pour quand ça se passe mal avec un prestataire ou autre, il faut Mhm. savoir taper du poing sur la table. Donc, tout ça, ça s'est fait au fil des années. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de rencontrer mon associé aussi, et que nous deux,
bah, en fait, on avait chacun une partie. Moi, j'avais IMO, lui, il avait travaux. On a fusionné. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a créé autour, c'est des besoins clients, mais on l'a fait ensemble en allant chacun dans nos compétences clés. Là où je suis très fort, c'est moi qui gère. Là où il est très fort, c'est lui qui gère. Et surtout, l'important, c'est qu'on est les extrêmes opposés. Toi, tu connais mon associé. Oui. On est les extrêmes opposés en tout point. Physiquement, quand on parle, les gens ne nous assimilent pas ensemble. Et avant lui, je me suis associé pas mal à des personnes qui étaient mes doubles. On était pareils. Et Ok. en fait, bah, on faisait la même chose tous les deux. Donc, quand il y avait un problème que je ne sais pas gérer, bah, personne ne savait gérer. Et là, nous, aujourd'hui, c'est différent. Donc, Ok. on a appris ça. Et puis, les compétences, bah, en fait, il y en a mille. Il y en a mille. Tu dois apprendre à tout faire. Pour moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est ce que j'aimais chez les pompiers, c'est ce que j'aime. J'ai fait une formation de gendarme aussi. C'est ce que j'aime dans ma vie, c'est être un peu bon partout. C'est de me dire, je Ok. sais tout faire un petit peu. Je suis excellent dans rien. Je suis pas excellent en course à pied, je suis pas excellent en business, je suis pas excellent je suis pas le plus musclé, je suis pas, tu vois, je suis pas Ok. excellent dans un truc. Mais par contre, je suis un peu bon partout. Donc, je sais me débrouiller dans tout. C'est ce qu'on appelle un peu à l'armée les chats maigres, tu vois, c'est des mecs qui sont bons dans tout. Tu sais bien courir, tu sais bien porter, tu as des bases dans tout, et du coup, ça te facilite les choses. Et par contre, donc nous deux, on est comme ça, on est bon dans tout, mais pas excellent. On n'est pas spécialiste d'un domaine, mais on est un peu bon dans tout. Donc ça, c'est intéressant. Et quand on a besoin d'un expert, bah aujourd'hui, on est hyper entouré. Ouais. Tu vois, on a Romain, le comptable, il est expert comptable. Bah, quand on a une question qu'on maîtrise pas, on connaît bien la fiscalité, on a nos bases. Mais quand il y a un point très technique, bah, on lui demande, et lui, c'est le boss. Ok. Il est excellent là-dedans. Quand on a un problème avec notre notaire, enfin une partie notariale, on demande à notre notaire, il est excellent en succession, en droit des affaires, etc. Notre avocat, pareil. Donc, quand tu as besoin d'un point précis, tu vas demander aux spécialistes, parce que tu ne peux pas être spécialiste de tout, c'est impossible. Non. Donc il faut avoir des compétences dans tout. Moi, je pense que c'est ça les compétences que tu apprends en tant qu'entrepreneur pour pas te faire avoir. Parce que quand tu délègues ou quand tu es un expert, il y a plein d'experts dans tout et rien. Il faut savoir si le conseil qu'on te donne, il est quand même assez viable ou pas, quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de me dire, OK, j'ai un expert dans tel domaine, mais je suis capable de voir que ce qu'il me dit, c'est pas trop de la merde non plus, quoi. Donc ça c'est important pour moi. Et une qualité, j'ai fait une vidéo là-dessus justement, une qualité la plus importante pour moi, pour les entrepreneurs, dans tous, c'est de savoir s'adapter en fait. Parce que ton associé va se barrer, le marché va baisser. Aujourd'hui, on est dans une phase où tout bouge vite. Tu vois, il y a l'IA Ouais. qui arrive et tout. Oui. Si tu restes sur tes positions en disant non, c'est comme ça que j'ai appris, je bouge pas, bah tu vas mourir petit à petit. Faut savoir s'adapter très vite en fait. Ok. Et parfois, on passe pour des fous. Là, tu vois, on est en train de faire rentrer un associé dans une de nos boîtes. On a appelé la comptable pour lui dire, bah, tu lui fais un contrat dans telle boîte. Il rentre, voilà. 2 semaines après, on a dit non, en fait, annule, laisse tomber. Il va dans l'autre boîte, oublie. Donc, faire un contrat pour 2 semaines et l'annuler, résilier pour la comptable, c'est un truc de ouf. Elle dit, mais, vous êtes un peu nul ou quoi? Enfin, décidez-vous, vous êtes indécis, vous êtes comment on pourrait dire, vous n'êtes pas stable. C'est quelque chose qu'on me dit souvent, tu vois, vous êtes pas, il n'y a pas de stabilité. Et en fait, 2 semaines après, on lui a dit, en fait, excuse, on s'est trompé, reviens dans la première boîte. Mais parce que il fallait qu'on puisse s'adapter. Il y a eu quelqu'un qui est arrivé, on l'a pas gardé. Il y a eu du mouvement. On voit comment les boîtes évoluent et en une semaine, on est capable de s'adapter. Donc ça peut paraître, du point de vue extérieur, les mecs qui sont pas stables et tout ça, mais en fait, nous, on sait ce qu'on fait. Donc on revient au premier point. On a notre vision, peu importe ce que les autres pensent, on s'en fout. Nous, on sait où on va. Et il y a des trucs qui peuvent paraître fouillis, mais non, on est obligé de s'adapter très vite et parfois bah, de reculer pour mieux sauter, quoi. Mm. Donc s'adapter. Voilà. Euh, c'est bien, mais est-ce que tu as une vie à côté? Comment tu gères l'équilibre vie pro, vie perso? Et ben, franchement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup bossé, mais tout le temps, en fait, quand j'étais très jeune. Euh, j'ai jamais été quelqu'un qui sort beaucoup, j'aime pas ça. En fait, j'ai des objectifs importants. C'est perso, tu vois, mais j'ai des objectifs importants que je veux atteindre. Je fais ce qu'il faut pour les atteindre. Donc, pendant longtemps, j'en ai pas eu de vie perso, en fait. Ok. Je l'ai mis de T'as côté totalement. Ça t'as été m'intéresse droit pas. dessus. Ouais, voilà. Je sortais un petit peu de temps en temps avec des copains du boulot, des trucs comme ça, mais j'avais pas de vie, tu vois, pendant mes 20 à 25 ans, à 24, on va dire, 18 à 24 ans, bah, j'avais un CDI souvent. À un moment, c'était gérer la restauration, à un autre moment, c'était agent IMO. J'ai travaillé en sécurité privée, j'étais pompier la nuit, je prenais toutes les nuits des gardes d'astreinte, Ok. etc. C'était volontaire. Voilà, volontaire. Et bah, quand j'avais du temps, j'allais au sport ou je me formais ou quoi. Ça m'intéressait pas de faire autre chose. Mais c'était pas un sacrifice, c'était mon avis, quoi. Et après, bah, quand j'ai rencontré ma compagne actuelle, on a eu un premier enfant. Là, par contre, j'ai changé totalement de vision. Mais l'avantage, c'est que mes 18
À 25 ans, j'avais beaucoup travaillé, donc je gagnais quand même plus ma vie que d'autres gens de 25 ans. J'avais investi pas mal, j'avais de la sécurité, etc. Euh, des connaissances plus importantes aussi parce que plus de formation. Donc c'était plus confortable pour moi de me dire je relâche un petit peu la pédale d'accélérateur sur le boulot et sur l'investissement parce que c'est le plus beau jour de ma vie, je vais avoir une fille, machin. Et pendant un an, j'ai mis le boulot de côté. Voilà. J'ai calmé le truc, j'ai pas beaucoup acheté, j'ai acheté peut-être un bien ou deux cette année-là, donc ce qui est beaucoup pour d'autres personnes, mais pour moi c'était pas beaucoup. J'ai accepté de mettre en frein et j'ai passé une des plus belles années de ma vie, tu vois. J'ai dû faire 4-5 ventes immobilières, ce qui permet à mon compte tout seul. Ouais. Donc, avec les 30% que je donnais au réseau, mais c'était à mon compte. Mais je faisais 2-3 rendez-vous dans la semaine, quoi. Pendant la sieste ou quoi. J'étais à la maison avec ma fille, j'allais me promener avec elle, avec ma fille et ma femme. Et j'ai sacrifié ce temps-là. J'ai annulé le boulot pour me dire, je le mets un peu en pilote automatique. Je fais quand même des choses, mais moins vite. J'accepte d'accélérer moins pendant un an. Et après, j'ai repris et puis c'est reparti. Donc j'ai pu faire cette pause-là et que je regretterais pour rien au monde parce que tous les gens qui nous écoutent, qui vont être jeunes parents ou quoi, les premières années, vous les revivez jamais. Et je pense, honnêtement, moi j'ai une fille que j'ai eue qui a 7 ans maintenant à l'heure où je te parle, donc j'avais 25 ans, Ouais. et un fils qui a 5 ans, donc j'avais 27, 2 ans après, à peine. J'ai été moins présent pour mon fils, j'étais plus dans les boîtes, j'ai été moins présent, j'étais là, je rentrais tôt le soir pour être avec lui, la nuit je gérais aussi, enfin j'étais là, mais moins présent, et les deux même pareil évidemment, mais il y a une relation qui se crée pendant la première année que tu ne peux pas recréer après. Ok. Et on voit que, par exemple, alors c'est très perso ce que je dis, mais peut-être ça servira à quelqu'un. Ouais. Mon fils, c'est ma femme son référent. Ma fille, alors, sauf pour certains points, mais c'est plus moi. Et je pense que voilà, si vous pouvez sacrifier une année de boulot dans votre vie, c'est rien, c'est un marathon l'entrepreneuriat. Sacrifier une année de boulot, mettez-la en pilote automatique et profitez de la vie aussi, parce que voilà, entreprendre tous les jours pour quoi au final? Enfin, c'est pour avoir une vie de famille aussi. Donc aujourd'hui, pour revenir à ça, moi, on a fait le choix. Pour moi, un couple, tu vois, alors on parle de trucs perso, mais un couple, c'est une équipe. Ouais. Je vois pas chacun de son côté. Euh, Moi, je suis entrepreneur, donc j'ai plus de choses à gérer. Ma femme avait une carrière aussi qu'elle a décidé de mettre de côté pour s'occuper plus de nos enfants Ok. et de la partie perso, investissement perso. Hein, c'est pas, je parle pas de faire le ménage et faire à bouffer, hein, euh, même si elle gère plus ça que moi. Mais elle gère nos investissements, les peu de biens immo qui nous restent parce qu'on a beaucoup vendu, les trucs qu'on a à gérer parce qu'on a des boîtes perso aussi, et les enfants amenés à l'école, tout ça, c'est elle. Et moi, je suis devant, on va dire, pour créer de la valeur, gérer les entreprises et tout ça. Donc nous, on gère comme ça. Mais moi, tu vois, tu me vois au bureau, je suis souvent là entre 8h30, 8h45. Souvent, je dépose mes enfants avant ou je suis avec eux au petit-déj et tout. Je viens pas avant, je pourrais venir à 7h, hein, j'ai toujours des trucs à faire. Mais je viens à 8h45 au boulot et je suis chez moi souvent à 17h, 17h30. Tu vois, c'est une vie en vrai de fonctionnaire. Après, par contre, quand je suis avec mes enfants chez moi, je fais à manger, on mange ensemble, pas de téléphone, tout ça. Et à 8h, je vais retravailler, je vais faire des mails, je vais gérer les trucs que j'ai à gérer, Ok. envoyer des mails, tout ça. Quand ils sont au lit, je regère ça. Et le week-end, s'il y a un rendez-vous à faire le samedi, je le fais. Mais le week-end, je suis avec eux. Je travaille pas le week-end, sauf exceptionnellement, quoi. Mais c'est pour ça, c'est un rythme à trouver. Moi et mon associé, on a le même. Le week-end, on n'est pas là. On a des boîtes qui tournent tous les week-ends, hein, on a une conciergerie, tout ça. Donc les filles, elles sont plus là, moi la semaine. Enfin, on s'arrange comme ça. Mais pour moi, c'est hyper important pour durer d'avoir un équilibre avec la vie perso. Si tu te lèves le matin en disant, putain, je vais pas voir mes enfants, soir, je rentre à 20h et tout, tu peux le tenir quelques temps, peut-être, mais tu vas pas être heureux. Enfin, tu vois, c'est hyper important d'être heureux dans son boulot, pour moi. Donc voilà. Comment tu gères les projets, les décisions Ouais. euh, entre émotion et rationalité? Comment tu gères la pression? Parce qu'à mes yeux, tu parais calme. Ouais. Et voilà, tu m'avais dit, je sais plus comment tu m'avais dit une fois, mais en gros, c'est un calme qui est uniquement extérieur. Oui, à l'intérieur, c'est la guerre. On est 15 à parler à l'intérieur. Mais en fait, moi, dans les projets, on essaye de ne pas mettre beaucoup d'émotions avec mon associé, parce qu'on est deux dans la décision, on a toutes nos boîtes en commun. Euh, on est deux dans les décisions, on essaye de ne pas mettre trop d'émotions, c'est factuel. Dans les projets IMO, c'est factuel, c'est des chiffres, tu as une checklist. Ce bien-là, il me paraît intéressant. Ok, toiture, elle est bonne? Oui, non. Est-ce qu'il y a des problèmes d'humidité? Oui, non. Travaux, combien ça coûte? Est-ce que c'est rentable? Combien il nous reste à la fin? Et on y va ou on n'y va pas. Il n'y a pas d'émotion. Après, sur l'investissement perso, la résidence principale ou autre, il peut y en avoir.
mais on est rationnel, on essaie de toujours gagner de l'argent dans un projet qu'on lance, quoi. Là où c'est plus dur de gérer l'émotion, c'est dans l'association, dans le recrutement, dans le développement des entreprises. Là, c'est plus dur parce que bah, tu as des gens que tu aimes bien, mais qui sont une très mauvaise personne pour t'associer, parce qu'on n'a pas des valeurs ou des trucs communs, mais pourtant tu l'aimes bien. Ou alors c'est un ami et tu voudrais t'associer, pourtant il est nul. Là, c'est plus dur. Mais après, bah, on le gère, on apprend sur le coup. On a eu une très mauvaise expérience cette année. On a voulu s'associer avec quelqu'un à qui on a fait confiance. Parce que nous, on a ce côté-là à l'ancienne où on est des hommes de parole. Tu vois. Pour nous, c'est très important de dire ce que je te dis, ça vaut vraiment cher à mes yeux. Tu vois. Ok. Si je te dis que je fais ça, je vais le faire même si je perds de l'argent, même si ça me met en péril. C'est très important pour nous. Et du coup, comme nous, on est comme ça, nous, on prend des décisions d'entreprise à plusieurs centaines de milliers d'euros en se tapant dans la main tous les deux. On n'a pas de pacte d'associés, c'est un truc de ouf, ça, tu vois. On n'a Ok. pas de pacte entre nous, c'est un accord moral. Et on sait qu'on le tiendra entre nous parce que maintenant, on se connaît depuis 7 ans, on sait que c'est plus Ok. important que toutes les sommes d'argent. Mais on a en tête que les autres gens sont comme ça, et en fait, non, pas tout le monde. Donc, on a fait confiance à quelqu'un, tu vois, parce qu'on est comme ça. On s'est tapé dans la main, on s'est regardé dans les yeux, on a dit OK, et la personne a fait tout l'inverse, elle a essayé de nous avoir. Donc, on a réussi à sortir, on a perdu quelques plumes, quelques milliers d'euros, euh, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est dans la douleur. Donc, voilà, on essaye de mettre de côté ce côté émotion, mais parfois, il n'y a pas le choix. Mm. Qu'est-ce qui fait sens dans ton activité aujourd'hui pour toi et qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est accompagner les gens. Avoir quelqu'un qui me dit je veux investir dans l'immobilier, je crois que c'est pas mal, mais j'y connais rien, et tout lui expliquer et lui faire découvrir un monde qu'il connaît pas. Ça, c'est incroyable pour moi. Euh, Ma femme, elle sait bien qu'en repas de famille ou avec des amis, il faut pas me lancer. Quand quelqu'un me dit t'es dans l'IMO, ça m'intéresse, elle va à une autre table, tu vois, parce qu'elle sait que le mec a appuyé sur le bouton et c'est parti. Mais en fait, pour moi, l'investissement en France, c'est assez incroyable parce qu'on est un des seuls pays où tu peux acheter un bien immobilier sans mettre de l'apport. Alors, bien sûr, parfois tu es obligé, etc. Mais c'est encore possible d'investir sans apport ou avec un très faible apport. La banque te finance le bien et le locataire paye ton crédit. Et ça, c'est incroyable. C'est un effet de levier incroyable. Parce que si tu le fais une fois sur un bien à 100 000 euros, bah, à la fin, tu as 100 000 euros. Quand tu as fini de payer, et c'est le locataire qui a payé, Mm. tu as des emmerdes à gérer et tout ça. C'est pas magique, hein, mais voilà. Mais sauf que si tu l'as fait 10 fois, tu as 1 million. Si tu l'as fait 100 fois, tu as 10 millions. Donc c'est vraiment un des seuls pays au monde, il y en a d'autres, mais c'est un des meilleurs, où tu peux emprunter et tu as un effet de levier qui est incroyable avec l'immobilier. Et tu peux jamais tout perdre en immobilier, même si tu fais un mauvais projet, tu achètes un bien à 100 000, c'est une catastrophe, il vaut plus que 70, bah t'as pas tout perdu. Par contre, tu achètes une entreprise de 100 000 euros, ou toujours pareil, 100 000 euros, elle fait faillite, ou l'IA remplace des salariés, bah merci, au revoir. Tu vois, ton Ouais. entreprise, t'as plus qu'à vendre le bureau et les tableaux qui sont dedans, ça vaut plus rien. Mm. Donc l'immobilier, c'est très sécuritaire. Donc moi, j'ai aucun problème à m'endetter au maximum. Tout ce qui est possible d'acheter, j'achète. Voilà, c'est vraiment. Et il y a des gens à qui ça fait peur, mais c'est ça que je préfère, c'est expliquer aux gens, regardez, en fait, des risques, oui, il y en a, mais on peut les mesurer. Après, ça se passe jamais parfaitement. Il y a des projets qui se passent mal. Faut éviter au maximum les problèmes, mais il y a des projets qui se passent mal. C'est la vie, Ouais. c'est comme ça. Mais quand ça se passe mal, c'est jamais catastrophique. Donc moi, c'est ce que je préfère faire. Aujourd'hui, j'ai une offre d'accompagnement, même des gens à distance, où je suis en format 1 one-one avec eux. Ok. À un moment donné, on a essayé de faire de la formation et en fait, ça m'intéresse pas parce que les gens, ils t'achètent de la formation et ils la suivent pas, ils passent pas à l'action. Enfin, ou il y en a qui la suivent, mais ils arrivent pas parce que il y a beaucoup de blocages, etc. Ouais. Donc en fait, être un avec un, c'est le meilleur. Moi, des projets immobiliers, j'en ai fait peut-être à titre perso avec mon associé sur le pro et le perso, peut-être 50, 60, entre 50 et 80. Et pour des clients, peut-être 250, 300, je n'ai pas Mm. compté. Mais quand tu as fait une chose, moi je crois beaucoup à la théorie des 10 000 heures. Ouais. Quand tu as fait une chose plein de fois, bah, tu es meilleur que tous les autres, c'est tout. Ouais, ouais. Voilà. Donc tu peux pas te faire piéger. Par exemple, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, je débute, je suis pas bon. Quelqu'un qui a fait 10 000 vidéos, bah, il est 10 000 fois meilleur que moi. Donc ça m'intéresse d'avoir son conseil. Moi, j'ai fait des centaines de fois acheter un bien immobilier, moi ou des clients, bah, je suis meilleur que la moyenne dans ça. Donc c'est ce que je préfère faire. Une idée reçue sur ton métier que tu aimerais déconstruire? Après, mon métier, il est spécifique, tu vois, je suis entrepreneur en gros. Euh, Ça peut être ça, mon métier, c'est entrepreneur. Après, je suis agent IMO, gère Ouais. des travaux, on fait des cuisines, enfin, on fait plein de trucs. Oui. Mais si je pouvais dire sur l'entrepreneur, bah, les gens pensent que c'est facile parce que tu es ton patron. Les gens se disent, il prend 10 000 euros d'honoraires sur moi sur la vente, putain, il est bien, il se met bien. Mais faut que les gens qui sont salariés ou qui passent par des services d'entrepreneuriat français se disent,
on est très, 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 très fortement fiscalisé. C'est dur, on a énormément d'administratifs. Je pleure pas parce qu'aujourd'hui, grâce au travail de moi et mon associé, on a une très bonne situation, mais c'est très dur. Un exemple tout simple, moi je paye 75% de charges sur mon salaire. Donc ça veut dire que si je veux me payer 1000 euros, tout compris, je vais payer 1750 euros. C'est incroyable. En vrai, ça, quand je le dis à des salariés qui râlent sur leur patron, ils me disent, ah bon, ah bah, je savais pas. Donc ça me donne droit à, si ma boîte coule, pas de chômage, j'ai pas le droit de chômage. Je suis assimilé salarié en tant que gérant d'entreprise, j'ai une rémunération de président, j'ai pas le droit au chômage. La Sécu, elle est éclatée, je dois payer en plus ma mutuelle, et retraite, zéro. Donc tous les mois, je paye 75% de mon salaire pour avoir rien du tout. Donc ça, c'est quand même fort. Et après, bah, je te passe la TVA, je te passe la IST 22, le truc que je dois faire tous les ans pour vérifier si je suis en bonne santé. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, l'URSSAF, la CFE, les impôts fonciers. Enfin, il y a une batterie d'impôts qui est incroyable. Donc en fait, quand tu fais 1 million sur ta boîte, s'il te reste déjà 10%, à titre perso, tu es content. Donc c'est ça, c'est voilà, une idée reçue qu'il faudrait que les gens comprennent. Les entrepreneurs, on n'est pas les ennemis des clients, mais on est très fiscalisés. Quel regard tu portes sur ton parcours d'entrepreneur aujourd'hui? Un top et un flop. Flop, ça va être, je commence par ça parce qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Flop, ça va être de faire confiance rapidement aux gens, de croire que les gens sont comme nous, en fait, de se dire, bah, nous, on est à la confiance, de croire que les gens sont pareils. Donc ça, c'est une expérience apprise dans la douleur. Et le top, euh, bah, c'est que mon associé et moi, on est fiers de ce qu'on a fait depuis le début. Franchement, là, on va avoir bah, presque une dizaine de boîtes ensemble. On est partis tous les deux de rien, sans argent, sans apport, sans rien. On est fiers de nous, faut se le dire des fois, on est content. C'est bien. Et les clients sont contents dans l'ensemble, donc il y a toujours des petites galères, mais tous les clients qu'on accompagne sont contents. S'il y a des problèmes, on les aide. Donc pour moi, c'est ça, c'est un succès, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un retour client justement à partager? Une anecdote? Bon, je peux en avoir pas mal, hein, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand un client fait un projet avec nous, que c'est son premier qui découvre et qui nous renvoie quelqu'un de sa famille ou qui refait un deuxième. J'ai des clients, par exemple, là, qui sont de Marseille. C'est mes clients préférés. S'ils écoutent le podcast, je ne vais pas dire leur nom, mais c'est les clients préférés. Ils ont fait un projet immobilier avec nous à Lannion. Ils ont acheté un immeuble de 4 lots. Ça se passe très bien. Ils ont racheté 1 an après un projet sur la côte, un grenier qu'on a rénové totalement. Donc, ils ont acheté un grenier pourri. Ils avaient peur des travaux. Je me vois encore en visio avec eux, leur dire, regardez, c'est ça qu'on va acheter. Et je me rappelle de madame, du coup, qui avait un petit peu plus l'inquiétude des travaux, qui me dit, Régis, t'es sûr de toi, là? C'est chaud quand même. Et ils sont pas venus voir. Ils ont fait totalement confiance. Donc, ils ont acheté. Ils sont venus voir en venant en vacances, une fois que tout était fini, 4 mois plus tard. Et ils étaient ravis, bien sûr. Mais ouais, totale confiance. Et ça, bah, ça fait plaisir, quoi. Tu as évoqué au début de l'épisode le côté mentor, genre inspirant. Et aujourd'hui, qui t'inspire? C'est qui tes rôles modèles? Ça évolue beaucoup. J'ai pas une personne que j'admire. Après, des gros entrepreneurs que je vois, j'aime leur parcours quand ils font tout eux-mêmes, tout ça. Euh, Il y a des associés que j'ai aussi, ou futurs, où ils ont des gros parcours entrepreneuriaux et où ça m'inspire. Je me dis, bah, respect d'avoir fait ça, d'avoir géré beaucoup de personnes, etc. J'ai pas de modèle. J'ai pas de modèle bien défini, mais enfin une personne en tête, mais je prends un petit peu bah, de tous ceux qui m'inspirent. Euh, Souvent, c'est des gens qui sont pas trop connus, où tu discutes avec eux, ils disent bah ouais, moi j'ai créé ça de zéro, machin, j'ai fait tant de résultats, j'ai su tenir pendant 20 ans, 30 ans la carrière d'entrepreneur, parce que c'est les montagnes russes quand même, et réussi à fonder une famille en même temps, et je suis en bonne santé. C'est plutôt cette idée-là, moi. Je trouve fort les gens qui arrivent à tout faire en même temps, à être bons dans tout, quoi. Donc voilà. Tu as des projets, des rêves pour la suite? Bah, de continuer d'entreprendre comme ça, de faire grossir le truc tout en gardant la qualité pour les clients. Après, moi, mon objectif principal, j'ai 32 ans, c'est qu'à 40 ans, je puisse libérer le pied, lever le pied plutôt, lever le pied, être moins présent dans le quotidien, peut-être avoir plus automatisé les choses et profiter de la vie tout simplement avec mes enfants qui seront grands, qui auront entre 15 et 20 ans, et je veux pouvoir aller tous les matins courir avec eux, les aider le soir, être en bonne santé. Et voilà, moi, c'est ça mon objectif de vie, c'est d'être en bonne santé, de profiter de toutes les belles choses que la vie a à offrir. Et pour ça, on peut dire, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent, etc., on en a besoin en fait pour être heureux, selon moi. C'est pas ça qui fait le bonheur, mais on a besoin d'avoir de l'argent pour avoir la liberté de temps, de passer du temps avec ses enfants, avec sa famille, avec sa femme, avec ses amis, d'être en bonne santé aussi, ça coûte cher.
Donc, il faut gagner de l'argent et après ou en même temps, on va faire tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, pour profiter, quoi. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Et ben, à mon nom, Régis Lemay, j'ai mon compte principal sur Instagram, voilà. Ok. Et après, il y a le groupe Gold Service pour toute la partie entreprise. Donc là où on va partager toutes nos entreprises, la conciergerie Even Home, les cuisines sur mesure, la partie achat, la partie travaux, tout ça va être sur groupe Gold Service. Et on commence à être actif là, donc Top. faut Il s'abonner. faut suivre. C'est l'heure de la conclusion, Julie. C'est l'invité qui conclut. C'est le dernier message que tu as à transmettre et la seule consigne est de terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. Ok, super. Écoute. Et bah c'est cool. En tout cas, tous ceux qui écouteront, moi j'adore partager mon expérience qui est pas exceptionnelle ou pas nulle non plus, mais elle est atypique parce qu'on a fait des choses que pas beaucoup de gens font, donc c'est intéressant. Et moi je vous recommande que si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, si vous avez un rêve, si vous avez une mission, quelque chose qui vous plaît, faites sauter toutes les barrières et trouvez quelqu'un qui a fait ce que vous faites. Moi, j'ai fait beaucoup ça au début parce que je me disais investir, c'est compliqué. J'ai payé des masterminds, j'ai payé des accompagnements pour aller rencontrer ces gens-là. Et en fait, tu dis, bah, le mec qui fait ce que tu veux, il est comme toi, il est normal en fait. Il est juste, il a fait plus une action que toi, mais il n'est pas plus intelligent, il n'est pas plus beau, il n'est pas plus grand, il n'est pas plus fort. Il est comme toi, sauf qu'il a fait plus une action. Donc, allez à l'encontre des gens qui font ce que vous voulez faire. Demandez pas conseil pour investir à quelqu'un qui n'a jamais investi. Demandez pas des conseils sur votre couple à quelqu'un qui vit une situation de couple catastrophique. Ne demandez pas conseil pour comment courir un marathon à un mec qui court le 10 km en 2 heures. C'est un truc de ouf, ça, que je vois. Les gens demandent des conseils à des gens qui n'ont aucune compétence dans le domaine visé. Donc, pour conclure, entourez-vous des gens qui font ce que vous voulez. Faites sauter les barrières de ah, c'est dur, un machin, on s'en fout. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et n'oubliez pas de rêver. Merci beaucoup, Régis. Bon, bah super. Merci à toi, Lucie.